Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui prennent place et qui s'installent. Je suis Arnaud de Saint-Simon, je suis ravi de vous accueillir pour ce débat économique, politique, psychologique. Qu'est-ce qui nous empêche d'agir? Bon, c'est difficile de nier ou d'échapper aux enjeux climatiques, de biodiversité, de raréfaction des matières premières. La connaissance est là, les constats sont posés depuis longtemps, et pour ceux qui auraient vécu dans une cave ces 2 dernières années sans 4G, je vous invite à écouter les 20 minutes de Jean-Marc Jancovici qui posait le constat de manière, on va dire, assez glaciale et en même temps, voilà, avec le sens de la pédagogie qu'on lui connaît hier chez Nicolas Demorand et Léa Salamé sur Inter. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi, alors que la connaissance, les alarmes sont posées, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à passer à l'action, ou pourquoi est-ce que l'action nous semble si disproportionnée par rapport aux enjeux? Pourquoi est-ce qu'il y a des freins ou des blocages d'ordre psychologique, culturel, économique, bien évidemment politique aussi? Parce qu'il y a des travaux, par exemple des neurosciences, sur l'économie comportementale et sur les comportements, qui nous montrent que le cerveau humain, lui, il érige des barrières au changement. Voilà, il y a des habitudes, il y a des ambivalences qui nous empêchent d'agir. Donc ça, c'est un des freins. Il y a aussi des barrières morales, il y a des barrières sociales, il y a aussi l'ampleur peut-être effrayante de la tâche qui nous pousse à l'inertie ou pour certains à la paralysie. Dans le champ économique, il y a une difficulté évidemment à remettre en question l'économie de marché, le capitalisme actionnarial et financier. Il y a des attentes très ambivalentes aussi, on en parlera, des consommateurs qui font souffler des vents souvent un peu contraires et qui peuvent entraver l'action. Après, il y a d'autres modèles contributifs, des nouvelles gouvernances, on pense à l'économie sociale et solidaire, on pense au mutualisme dont on va parler, on pense aux entreprises à mission, voilà, qui ouvrent un peu de nouveaux horizons. Et donc, au fond, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que tous ces freins qu'on connaît et que je viens d'énumérer, est-ce qu'ils sont rédhibitoires, est-ce qu'ils sont trop nombreux pour qu'on puisse agir, en tout cas dans le temps relativement court qui nous est imparti, ou est-ce qu'au contraire, le fait de les connaître peut nous aider? Et en tout cas, les invités que je vais avoir autour de moi, ils vont énoncer ces freins, mais ils ont aussi des solutions, des idées et pour beaucoup des envies. Vont me rejoindre, et je vais leur proposer de le faire petit à petit. D'abord, Isabelle Kocher, que je vous propose de nous rejoindre. Donc, Isabelle, c'est une scientifique de base, peut-être on la connaît davantage comme dirigeante, elle est titulaire d'un master d'optique quantique et d'un certificat, si vous voulez, de physique. Elle a une carrière politique, elle a été conseillère au cabinet de Jospin, Premier ministre. Elle a été évidemment et connue pour sa directrice générale d'Engie, seule femme du CAC 40. J'ai même vu que vous aviez été nommée par Forbes comme une des femmes les plus puissantes du monde. Et avant son départ très médiatisé là aussi de Engie il y a 3 ans. Alors, on aimerait revenir peut-être là-dessus pour la petite histoire, mais en fait, elle vient nous annoncer ici, ce matin, un nouveau projet pour accélérer et passer enfin à l'échelle et lever ces fameux freins. Jean-Philippe Dogneton, lui, dirige la Massif. Bon, il a occupé de nombreux postes depuis 30 ans au sein de la Massif. Il est passionné par la chose climatique. C'est un lanceur d'alerte à sa manière, en tout cas sur son sujet, les risques afférents au réchauffement climatique. Il vient de publier, il y a quelques jours, ou cette semaine, une chronique dans les Échos qui explique bien son point de vue, il va nous le réexpliquer. Bon, c'est un homme qui est très engagé pour impliquer ses citoyens, et peut-être qu'il est dans une position, en tant que mutualiste, soucieux de l'intérêt général, peut-être qu'il est dans une position de pouvoir comprendre et aussi faire passer des messages à ses sociétaires et ses clients. Mathieu Richer, lui, dirige la RSE du groupe Casino.
depuis 2010. Il a lui aussi une carrière politique. Il a travaillé auprès du ministère de l'Éducation et puis à l'ambassade de France à New Delhi. Alors lui, il m'a dit que dans notre pré-interview, qu'il trouvait le titre un petit peu négatif. Alors, je trouve ça sympathique d'avoir un petit peu de contradiction. Donc il nous dira pourquoi. Lui, il ne voit pas que des freins. Hein. Voilà. Mais il nous dira aussi qu'est-ce qui, en fait, aujourd'hui freine les entreprises, puis aussi les consommateurs et comment y remédier. Jacques Fradin. Alors lui, Jacques Fradin, là, on a vu qu'est-ce qui pouvait freiner du côté des entreprises et des consommateurs. Lui, il est plutôt sur les freins psychologiques et comportementaux. Alors, je vous passe son CV, docteur en médecine, psychocomportementaliste et cognitiviste, auteur de nombreux livres. Alors, c'est intéressant parce que Jacques a créé le GIECO. Donc, tout le monde connaît le GIEC. C'est le GIEC du comportement. Voilà. Et donc, depuis 2 ans, il a rassemblé à peu près, il nous dira environ 1 millier d'experts et de scientifiques qui essayent de compiler, de même que les experts du GIEC compilent des données climatiques, lui, il compile des données comportementales pour essayer de comprendre comment nous fonctionnons et comment nous pourrions aborder et accélérer le changement. Vous verrez, d'un côté, on comprend que ça nous invite à aller finalement contre nous-mêmes, contre ce que nous sommes. Et en fait, Jacques, il est quand même, vous le verrez, assez positif et optimiste sur les solutions. Enfin, Jean-François Julliard, lui, avec lui, on va parler plutôt de qu'est-ce qui nous bloque dans l'action plutôt collective et politique. Donc, il dirige Greenpeace depuis 10 ans. Il était à Reporters sans frontières avant. Je ne vais pas présenter Greenpeace, mais peut-être qu'on peut rappeler que c'est lui, c'est Greenpeace, par rapport à notre sujet, qui a lancé la fameuse affaire du siècle, qui accusait l'État français donc d'inaction climatique. Donc, on était bien sur ce sujet. Et d'ailleurs, il a publié un livre qui s'appelle « 5 ans pour sauver l'humanité, ce que la France doit faire ». Alors, le livre est paru en janvier dernier. Il ne reste plus que 4 ans, hein, Jean-François, j'ai l'impression. Voilà. Alors, je vais commencer avec Isabelle. Merci de nous réserver la primeur de votre annonce. Enfin, vous avez un déclaratif sur LinkedIn qui présente Bluenomy. Qu'est-ce que c'est que Bluenomy, alors? Bonjour à tous. Probablement que j'appuie sur un bouton. Voilà. Bonjour à tous. C'est une joie d'être là. Merci. Et puis, effectivement, ça tombe pile. Ah oui. On ne vous entend pas. Il faut le rapprocher un peu, je pense. Vous m'entendez mieux comme ça? Alors déjà qu'on est prisonnier derrière des chaises, il faut en plus se crisper sur des micros. Donc Bluenomy, c'est un combat en fait. C'est un combat contre la fatalité d'un système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, avec les règles du jeu qu'il a, les habitudes qu'il a aussi, génère une inertie que je pense on voit tous très bien et que je n'ai pas besoin de développer beaucoup. Et il y a une espèce de gap formidable entre la mobilisation qui bouillonne partout, les technologies qui sont là, l'argent qui est disponible aussi, d'un côté, et puis d'autre côté, un rythme de transition, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de dessins non plus, qui avance pas du tout assez vite par rapport à ce qu'il faut. Voilà, donc l'ambition, Bluenomy, c'est une ambition, c'est de travailler sur les règles du jeu, sur les habitudes. C'est une alliance concrètement, hein, entre vrais motivés de la transition. C'est à la base de Bluenomy, il y a des rencontres, et notamment avec un entrepreneur qui s'appelle Vincent Kienz, qui a, il y a 15 ans, à un moment où ça n'intéressait pas grand monde encore, il faut bien dire, créé un groupe d'experts sur la transition carbone et sur le développement de l'énergie, de l'accès à l'énergie dans les pays émergents. Et ce groupe d'experts, c'est donc avec Vincent que je fonde Bluenomy, et ce groupe d'experts a rejoint l'entreprise, ainsi que finalement des leaders, des grands industriels de chacun des horizons qu'il faut qu'on ramène pour travailler ensemble sur cette transition. L'agriculture, la finance, le big data, la mesure de l'impact, voilà. C'est ensemble qu'il faut agir, et on essaye d'être précis. En tout cas, on essaye d'agir là où sont vraiment les nœuds. Moi, j'ai passé beaucoup de temps ces 2 dernières années à interviewer des dirigeants de toutes sortes et de tout secteur et de tout pays presque sur le thème, mais bon, et des gens motivés de nouveau par la transition. Mais qu'est-ce qui bloque? Alors, vous énoncez 3 raisons qui nous empêchent ou qui ralentissent en tout cas l'action.
Quelles sont-elles? Oui, alors en fait, il y en a plein, mais il y a des points fixes. Voilà, il y a des points fixes. Premièrement, les silos. Voilà, l'ennemi numéro 1, c'est quand même le travail en silo. Et on a tous hérité d'une structure industrielle et économique, plutôt, plus généralement, qui fait qu'on est tous spécialisés sur un silo. Je caricature dans les un peu, entreprises, c'est le silo dans les entreprises. Hein. Dans les entreprises, et pas seulement. Regardez une chaîne d'approvisionnement entre la personne qui produit la matière, les gens qui la transforment, qui la transportent et qui la mettent jusqu'au magasin, et là, on a des spécialistes, il y a 5, 10, 15 interlocuteurs. Et chacun travaille dans son couloir. Donc, les silos. Deuxièmement, la façon dont on mesure la performance. Des entreprises, tout particulièrement, la manière dont elles sont jugées les tire en arrière. Là, il y a un ressort, c'est pire qu'un nœud. Quel est le critère de performance qui nous tire en arrière? L'immédiat, la mesure de l'immédiat. C'est le profit, court terme. C'est beaucoup, oui, la dimension financière, et elle est court terme. Et c'est le couple des deux qui pose problème. Ce serait uniquement la finance, mais à long terme, on s'y retrouverait. Mais c'est la finance à court terme. Ça, c'est un vrai blocage. Et puis la troisième chose, c'est qu'il nous manque des instruments. Il manque des instruments de financement. Il y a beaucoup d'argent, plus que jamais probablement, à mon avis, disponible. Simplement, cet argent, même quand il a envie de s'investir sur la transition, il y a des outils de connexion qui n'existent pas. Voilà. Par exemple, dans l'énergie, beaucoup de ce qui est à financer se présente sous une forme tout à fait inhabituelle pour les financiers. Ils ont l'habitude de financer des très grosses centrales, et voilà qu'arrive un flux de petites installations éparses, très 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 nombreuses. Donc en montant, c'est considérable. Et là aussi, je pense que vous pourriez y revenir. C'est considérable, mais il faut des instruments adaptés pour attraper, si j'ose dire, ces actifs à financer qui sont d'une nature nouvelle, qui sont plus petits notamment. Et c'est pas si facile de financer une myriade de petites choses quand on est un grand acteur financier. Voilà. Alors il y a beaucoup, aujourd'hui, peut-être dans la salle, il y a beaucoup d'intervenants, d'entreprises, d'agences, de cabinets de conseil qui accompagnent les entreprises dans cette transition. Qu'est-ce que vous amenez de singulier? Nous, on a hybridé, au fond, pour résumer, on a hybridé une équipe, on est 120 personnes dans 6 pays. On a hybridé une équipe capable de parler toutes les langues, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire, on sait parler la langue de l'énergie, du carbone, de l'impact, mais aussi la langue de la finance, la langue des risques, la langue de la donnée. Et si je puis dire, on a commencé par se désiloter nous-mêmes. Et en s'étant désilotés nous-mêmes, on est plus capable, on reste modeste, parce que la transition, c'est quand même un sacré challenge collectif, mais on est plus capable d'amener à travailler ensemble les gens qu'il faut concrètement mettre dans la pièce ensemble. Pourquoi vous êtes plus capable? Pourquoi est-ce que vous êtes capable là où les autres n'y arrivent pas? Parce que cette hybridation, parce que la volonté de le faire aussi, tout simplement. Mais si on prend un exemple concret, entre les gens qui nous ont vendu les habits qu'on porte là aujourd'hui dans cette salle et ceux qui ont produit la matière, il y a 5 à 10 intervenants. Ensuite, il y a ceux qui récupèrent cette matière, qui cherchent à la revendre, une deuxième main, troisième main, etc. Puis un jour, c'est plus possible, il y a encore une autre série de gens qui la récupèrent, qui la déconstruisent et qui refabriquent des vêtements avec. On manque de vision systémique sur toute cette chaîne de la mode. Si vous voulez faire de tout ça une boucle, premièrement une boucle, et deuxièmement une boucle qui produit des vêtements qui rentrent dans les pouvoirs d'achat, il faut optimiser aux interfaces. On ne peut plus optimiser juste point par point. D'où la nécessité de mettre tout le monde dans la pièce, et y compris les gens qui, à la fin, vont financer les usines. Le circulaire, c'est plein d'usines. Il y a un enjeu de réindustrialisation que je trouve motivant. Franchement, il faut construire plein de petites entités très automatisées, partout. Mais là aussi, il faut faire rentrer sous la tente tous les gens que j'ai dit, mais aussi ceux qui financent, et puis aussi ceux qui assurent. Voilà. Donc nous, nous avons là, probablement, par simplement la texture de notre entreprise et cette hybridation des compétences, la capacité de faire ça, en tout cas, c'est notre ambition. Et donc, vous visez 2 gros secteurs pour
pour l'effet de levier, pour passer à l'échelle d'une certaine manière, parce que cette transition, elle est déjà en cours, mais peut-être chez de trop petits acteurs? On travaille évidemment avec les entrepreneurs, et puis on travaille de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, avec les financeurs. Les financeurs aujourd'hui, ils savent tous qu'il faut qu'ils fassent bouger leur portefeuille d'investissement, parce qu'il est à risque concrètement. On peut aussi le voir du côté du risque. Aujourd'hui, les outils qui flèchent l'argent sur les entreprises et qui donc finalement constituent les portefeuilles de ces investisseurs dont je parle là, des fonds de pension, je parle des banques, puisque c'est finalement pareil du côté des financements, des prêts. Ces outils sont assez largement obsolètes, c'est-à-dire qu'ils regardent la performance instantanée. Donc concrètement, la performance financière, le cash produit par exemple, instantanément. Et ça détermine la façon dont les entreprises sont valorisées. Et donc ça détermine finalement là où les investisseurs vont mettre leur argent. Donc on n'est pas dans le temps long dont on a besoin pour la transition. Pire que ça, on est dans le statique et pas dans le dynamique. Parce que regardez la performance instantanée, même la performance carbone instantanée, la bonne nouvelle quand même, hein, c'est que cette performance instantanée, elle s'hybride un peu pour le coup elle aussi. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus seulement le cash, on regarde le carbone. Et c'est très très bien. Mais une fois que vous savez que tel groupe émet tant de carbone, qu'est-ce que vous faites avec ça? La question c'est plutôt à quelle vitesse il se déplace. Donc nous on est convaincus qu'il faut regarder la vitesse de transition. Et que le jour où on arrêtera de regarder la performance spot, voilà, instantanée, et donc la photo, si on veut, et qu'on commencera à regarder le film, alors à ce moment-là, on va commencer effectivement à faire en sorte que les entreprises soient plus encouragées à bouger. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise, finalement, si vous savez que vous êtes jugé sur le court terme, vous n'avez pas vraiment intérêt à bouger. Vous avez intérêt à bouger un petit peu, mais à rester dans le peloton. Un petit peu à l'avance du centre de gravité du peloton. Il y a quand même une petite prime à ceux qui bougent plus vite que les autres. Mais pas du tout intérêt à se détacher. Enfin, je ne sais pas si mes collègues vont partager ça aussi, mais ce n'est pas votre intérêt si vous êtes jugé à court terme. Alors que si votre job, c'est de protéger l'entreprise que vous dirigez à long terme, alors là, l'intérêt, c'est au contraire, c'est d'être le plus en avant possible de quelque chose qui est de toute façon inéluctable. Voilà, donc inverser, si vous voulez, créer d'autres facteurs, d'autres paramètres pour mesurer le succès, passer de la photo au film, ça c'est un sujet systémique, c'est un peu ça vers quoi vous nous amenez, il me semble, aujourd'hui, c'est réfléchir système. Et merci pour cette occasion. Alors je vais passer la parole à Jean-Philippe, que je vois avoir une envie de réagir. Juste, j'ai oublié dans nos intervenants de présenter Elio et Mathilde, qui sont là, qui représentent le monde étudiant. Ils auront quelques questions à nous poser. J'ai oublié de poser aussi un petit peu la structure du débat, petite heure d'interview et d'échange entre nous, et ensuite un échange avec Elio et Mathilde, et bien sûr avec la salle. Alors Jean-Philippe, j'avais des questions, mais là je vous ai vu réagir à ce que vient de nous dire Isabelle. Oui, on a eu un bref échange off tout à l'heure, et je voulais appuyer sur les deux dimensions que vous citiez, la photo et le film. Je crois vraiment que c'est ça l'enjeu, et que le court terme versus le moyen et le long terme. La capacité d'action qui est décuplée lorsque on a une capacité à agir sur au moins du moyen terme. Et la mutuelle, elle est dans le temps long, en fait. Et la mutuelle, elle a l'avantage d'être dans le temps long. Ça ne veut pas dire qu'elle échappe aux mêmes contraintes, qu'elle échappe aux logiques du monde. Ça veut dire simplement qu'elle a un espace-temps qui lui permet évidemment d'être un acteur beaucoup plus engagé. Au fond, l'engagement, c'est ça. Quand on affiche une raison d'être, on est capable de la tenir et de la concrétiser. Combien d'acteurs posent une raison d'être et sont obligés finalement de se démentir très très vite. Donc c'est un exercice de profondeur. Ce qu'on est en train d'évoquer à l'instant, ça concerne l'investissement, ça concerne évidemment la réparation quand on est assureur, indemnisateur, etc. Et ce que je voulais vous faire partager, parce que je pense qu'on n'est pas ici dans une assemblée d'assureurs, mais je voulais démystifier un sujet, c'est que l'assureur, il n'est pas étranger aux choses du monde.
L'assureur, c'est celui qui favorise la prise de risque, c'est celui qui va financer, c'est celui qui va apporter, encourager l'initiative, c'est celui qui va réparer, qui va créer de la résilience, etc. Donc il est absolument central, il est d'ailleurs un observateur social, économique, qui peut offrir une vision historique, une vision de temps réel, et qui est, on parlait de modélisation aussi, qui est dans l'exercice de modélisation, c'est le cœur de son métier. Donc voilà, tout ça m'a amené ce rebond. Alors Jean-Philippe, le monde doit-il mourir de ne pas savoir choisir? C'est le titre de votre chronique des Échos, et c'est aussi votre sujet. Qu'est-ce qui empêche les assureurs et les mutuelles d'agir? Je le fais sous votre regard, à votre contrôle. J'avais choisi ce titre par référence au paradoxe de l'âne de Buridan. Et j'ai toujours été marqué par le paradoxe de l'âne de Buridan. Cet âne, dans ce paradoxe, hésite entre deux picotins d'avoine. Il a deux picotins d'avoine, il regarde le premier, il regarde le second. Il hésite beaucoup, finalement il n'en choisit aucun, et il meurt de faim. Et donc l'idée c'était celle-ci, c'est-à-dire à force de se renvoyer des questionnements du style monde d'avant, monde d'après, c'était mieux avant ou moins bien, est-ce que ça sera mieux ou moins bien demain, sans savoir d'ailleurs ce que ce monde d'après, et avec un jugement peut-être hâtif sur le monde d'avant, à force de se poser ces questions-là, nous n'agissons pas. En réalité, ce sont des questions qui nous amènent, qui sont stériles en fait. Et on n'agit pas sur le risque. Et on n'agit pas sur le risque. Sur le risque lié aux catastrophes climatiques actuelles et futures. Expérience d'assureur. Vous indiquiez tout à l'heure que j'étais un passionné des climats. Oui, j'aimais lire Le Roi Ladurie, la transformation des sociétés avec les climats. Sauf que aujourd'hui, le sujet, c'est d'une intensité redoutable. Il y a une intensité, une volatilité qui n'a rien à voir avec ce que nous avons pu connaître par le passé. Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Donc, je disais nos références historiques sur la variation des climats. Le fait est que le destin des sociétés est lié aussi aux évolutions climatiques. Mais ce que nous rencontrons aujourd'hui est d'une ampleur inégalée en termes d'intensité, volatilité. Cette année, je vais vous donner le chiffre massif et je vous donnerai le chiffre de la profession. À date, et il reste encore des jours à courir d'ici la fin de l'année, ça représentera 800 millions d'euros pour la Massif. D'indemnisation contre une moyenne de 200. C'est-à-dire qu'en 2000, nous étions à 80 millions d'euros de charges. En 2010, 150. 2020, 300. 2022, 800. Et il y a une forme de déni collectif sur ce risque, Jean-Philippe. Oui, l'un des freins, me semble-t-il, c'est qu'il faut donner une valeur au risque. Et je crois que nous ne donnons pas collectivement la vraie valeur du risque. Ça veut dire quoi dans mon appréciation d'assureur? Savez-vous, je reprenais l'exemple tout à l'heure, mais savez-vous que la France bénéficie d'un régime très spécifique qui s'appelle le régime des catastrophes naturelles, mis en place à partir de 1982, qui couvre tout à chacun en matière d'inondation, de sécheresse, de tremblement de terre, de coulée de boue, que ce régime subtilement construit prévoit des interventions d'assureurs, puis de réassureurs semi-publics, puis potentiellement de l'État, par exemple en cas de crise d'inondation de la Seine centenale. Ce système, qui était basé sur un principe de solidarité, fait que chaque foyer, chaque année, paye une petite fraction, 20 € à peu près par foyer et par an, pour couvrir l'ensemble de ces risques-là. Croyons-nous, légitimement pensons-nous que c'est la vraie valeur du risque que nous avons à affronter? Non, bien évidemment, la situation n'est absolument pas tenable. Vous voyez que par cette seule expression, nous n'avons pas la véritable conscience collective du risque que nous affrontons. Et si on n'en a pas la conscience, est-ce que véritablement on aura la détermination pour traiter le problème qui est devant nous? Au fond, ce que vous dites, Jean-Philippe, c'est que l'État, qui veut toujours nous protéger, ne nomme pas ou ne chiffre pas vraiment le risque. L'assureur n'ose pas vraiment le répercuter dans les primes. Le consommateur, lui, tant qu'on ne le répercute pas dans les primes, il se dit, voilà, en plus, ça a été des catastrophes naturelles, il n'y a pas eu de mort d'homme, donc on les a déjà oubliés. Est-ce que c'est ça un petit peu le cercle de l'inaction? C'est une manière d'illustrer qu'en fait, on met le sujet
au milieu de la table pour en débattre, et qu'en réalité, tout ce qu'on met autour n'incite pas au mouvement et à la réaction. Donc ça fait des débats un peu stériles comme le monde d'avant et le monde d'après. Donc il faut avoir une vraie conscience des enjeux. Que peut faire un assureur? Je ne sais pas si vous voulez qu'on parte là-dessus. Je le disais, assureur, c'est un observateur social de la situation économique, etc. Mais c'est surtout un acteur. Il a une capacité à agir. On parlait de financement tout à l'heure. Oui, l'investisseur que nous sommes peut flécher ses investissements vers la transition, très clairement. Flécher quels investissements, par exemple? Nos investissements en propre, hein, ou le placement des cotisations, par exemple, qui sont perçues. Donc premier acte positif, c'est-à-dire on flèche vers les investissements qui favorisent la transition. On est aussi dans l'axe de la pédagogie, la capacité pour tout à chacun de nos sociétaires d'ouvrir un livret responsable, c'est-à-dire de s'engager par lui-même sur des choix. Ça, c'est de la pédagogie. On est des acteurs de la prévention, parce qu'avec ce qui nous tombe sur le coin de la figure, la prévention aura un rôle à jouer très important. Il faut essayer d'anticiper ces fameuses catastrophes. Et je vous rappelle quelques événements. Hein. 2009, c'était Xynthia. Vous vous souvenez de Xynthia, hein, une cinquantaine de morts par submersion, parce qu'on a tout simplement construit dans des zones qui étaient parfaitement inondables et qui étaient connues comme telles. Donc la prévention, c'est un axe majeur et c'est une forme de résistance ou en tout cas d'adaptation aux événements. Et vous faites même de la formation oui, de vos sociétaires et assurés. Alors, évidemment, le temps nous est court, mais quel est le fonctionnement d'une mutuelle comme la Massif? Elle est aujourd'hui administrée par ses clients sociétaires. Donc, des gens qui, comme vous et moi, connaissent la réalité des situations, des événements, des risques, globalement, et qui posent ce niveau d'exigence, qui disent tout simplement, il faut former les gens, il faut former nos délégués, il faut faire en sorte que le local soit mieux mis en avant. Vous évoquiez tout à l'heure, Isabelle, le local. Nous sommes nés des territoires. À un moment où le monde se régionalise plus qu'il ne se mondialise, le local va prendre de plus en plus d'importance. Et parmi les actions très concrètes que nous menons, c'est par exemple, certes, la prévention sur les territoires, certes, la pédagogie et les formations qu'on peut réaliser, mais c'est aussi le financement par des instruments comme le Fonds Impact ESS de l'économie sociale et solidaire, qui détecte des potentialités sur les territoires. Et j'en ai évidemment un en tête emblématique, c'est la production d'hydrogène vert en local avec un circuit court, etc. etc. Donc ça, c'est un financement que l'on apporte. C'est la mobilité inclusive, etc. On peut démultiplier. Oui. Le local a une importance fondamentale dans la réponse à notre problématique du matin. Est-ce que dans les freins, Jean-Philippe, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, de même qu'on manque de vision systémique dans la chaîne de production et de distribution, on ne manque pas d'une vision, d'une coopération entre les acteurs d'un secteur. Aujourd'hui, sauf à ce qu'ils soient obligés, comme sur le recyclage, de coopérer, bon, ils coopèrent, mais est-ce qu'on n'y va pas tous? Est-ce que dans tous les secteurs, chacun n'y va pas un petit peu en ordre dispersé, alors que seule une vision systémique pourrait, et pour sortir aussi de la concurrence et de la compétition. Hein, bien sûr, mais est-ce que c'est pas ça la solution? On a tous un obstacle. Et est-ce que c'est en cours d'ailleurs entre les assureurs et mutuelles? Oui. Alors, on est tous confrontés dans nos domaines à une forme d'inertie, bien évidemment. Vous l'avez dit tout à l'heure, le processus, évidemment très compliqué. Mettre tous les acteurs autour de la table, c'est un sacré exercice, hein, quand même dans une entreprise, dans une seule entreprise. Donc dans le monde global des entreprises, c'est un exercice compliqué. Mais les assureurs travaillent ensemble. Ils avaient, par exemple, depuis le début des années 2000, créé la mission des risques naturels. La mission des risques naturels est un observatoire qui permet la cartographie des risques, qui amène toutes sortes de mesures de prévention et qui échange avec les pouvoirs publics. Ça date du début des années 2000. Et cette mission des risques naturels, elle existe. Elle est le fruit d'une coopération entre les assureurs. Mais est-ce que vous pourriez vous entendre tous, c'est peut-être illégal, hein, pour augmenter, je crois que c'est 20 € aujourd'hui, hein, les primes d'assurance concernées au risque climatique, en disant la vérité, ça serait plutôt 100, et on s'entend ou on se coordonne pour tous faire peser ces risques-là. Sinon, c'est très compliqué. Il le faudra. Alors évidemment, il n'y a pas d'entente. Hein, c'est une libre concurrence. Mais
immanquablement, et vous lirez, il y a un article dans les Échos aujourd'hui d'un collègue et concurrent qui va sur ce même thème. C'est-à-dire que c'est la question de la valeur du risque. Mais ne prenons pas que la prime. La prime, c'est une manière d'illustrer qu'on n'a pas la conscience de l'enjeu. Symboliquement, ça ne fait pas prendre conscience aux gens. En tout cas, si elle n'augmente pas, ça veut dire que le risque n'augmente pas. En tout cas, préservons le régime que je décrivais tout à l'heure, parce que c'est un régime solidaire. C'est-à-dire que tout le monde paye une petite fraction pour tenir le tout. Vous savez que la maîtrise des risques, comment peut-on assurer les risques? Il faut disperser les risques dans le temps et l'espace. C'est ça. C'est-à-dire que plus l'assiette est large, plus on arrive à amortir les chocs. Mais il y a un moment, si cette assiette n'est pas suffisamment large, évidemment, par rapport aux événements que nous allons affronter, ça sera très compliqué. Mathieu. Mais je voudrais juste terminer. Oui, vous avez vu qu'en brassant ces différents concepts, en fait, on a évoqué la manière d'organiser la réponse. On se dit à l'instant qu'il faut absolument miser sur le local. C'est l'action la plus concrète, la plus tangible, c'est une réponse immédiate, c'est le circuit court, c'est l'initiative, c'est la réponse en termes de prévention, je le disais, c'est l'adaptation, c'est le financement totalement fléché vers la transition écologique. Donc les instruments de réponse, ils existent. Et donc on ne doit pas au final être comme l'âne de Buridan, hein, ne regardons pas la situation, agissons. Mathieu, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les entreprises d'agir, ou en tout cas, qu'est-ce qui les ralentit? Bonjour, a priori pas mon micro. Non, merci pour cette invitation. Je vais réagir à ce qui a été dit avant, parce que j'y adhère, et ça résume exactement les enjeux auxquels on est confronté, en tout cas en entreprise. Ce qui rend difficile l'action, c'est qu'effectivement on est face à des enjeux systémiques, c'est-à-dire qu'on ne peut rien adresser tout seul. En tant que distributeur, on ne peut adresser les enjeux de transition, que ce soit sur le plastique ou sur d'autres sujets, uniquement en travaillant avec l'ensemble de l'écosystème des acteurs, notamment nos fournisseurs, mais aussi nos clients, mais aussi les associations de la société civile. Et donc évidemment, c'est beaucoup plus compliqué quand on doit mettre en place une solution sur, par exemple, la suppression du plastique ou le développement de concepts de vrac, de la mettre en œuvre, puisqu'il va falloir qu'on inclue l'ensemble de l'écosystème de nos fournisseurs et qu'on implique nos clients. Donc effectivement, c'est des enjeux systémiques aujourd'hui dans les enjeux de transition, et c'est des enjeux complexes, c'est-à-dire que c'est pas forcément, enfin ça peut être compliqué, mais c'est aussi complexe, c'est-à-dire que quand on va toucher à une variable, on va toucher positivement une variable, négativement une autre variable, qui peut être par exemple, on va avoir un impact sur le climat, mais on va avoir un impact positif sur le climat, un impact négatif par exemple sur l'emploi, où on va, dans le cadre du plastique, on va supprimer du plastique, mais on va mettre du carton, et donc on va augmenter nos émissions de carbone liées aux produits qui sont vendus dans nos magasins. Donc ça, c'est la deuxième difficulté qu'on rencontre dans l'action. Et la troisième, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, on est dans une période où il faut accélérer. Donc il faut accélérer cette transition, et ça pose très vite la question du financement de l'accélération de la transition. Et c'est ce qui a, je pense, énormément changé depuis 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, on est effectivement dans la période où tout ce qui pouvait être fait, qui permettait d'aligner la performance, on va dire, climatique et financière, a été fait. En tout cas, dans beaucoup d'entreprises, ça a été fait. Tout ce qu'on doit aller chercher aujourd'hui nécessite d'abord de nouvelles solutions, des choses qui n'ont pas forcément été testées, et des financements qui ne sont pas forcément avec un retour sur investissement très court, comme on a pu le faire sur l'énergie. Sur l'énergie, il y a 10 ans, on a mis des portes sur les meubles froids. On savait très bien qu'en 3 ans, on allait rentrer et amortir le coût de l'investissement. Aujourd'hui, ce qu'on doit aller chercher pour faire les 10% supplémentaires, ce sont des investissements où, pour le coup, on ne va pas forcément avoir un retour sur investissement aussi court que ce qu'on a pu avoir. Donc ça, c'est effectivement aujourd'hui les termes de la réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et quand on préparait ce débat, vous me disiez, mais on ne se rend pas compte, si tous les cadres des entreprises prenaient conscience de leur impact, ça serait énorme. Alors exactement. Ça, je vais revenir à une dimension plus personnelle, mais je pense que l'explication qui va suivre ensuite, ça sera plus clair que la mienne. Déjà, ce qui nous empêche d'agir, c'est la manière dont on pose les questions. Et c'est ce qui m'a interpellé sur ce débat quand on en a parlé, c'est que la question, elle va nous focaliser pendant 1h30 sur les difficultés, sur les problèmes. Et puis à la fin, on va se dire, bon, alors on fait quoi maintenant? Et on va avoir 5 minutes pour parler des solutions. Globalement, c'est à peu près tous les débats télévisés ressemblent à ça. On est très très fort collectivement pour voir les problèmes, c'est beaucoup plus difficile d'être capable de poser les solutions, de rentrer dans les détails et d'accepter qu'il y a un débat effectivement sur cette complexité
il est peut-être moins passionnant que les problèmes, mais en fait, il est indispensable. Donc en réunion, si on commence à mettre la question du problème au début de la réunion, on fait toute la réunion dessus. Donc déjà, le premier truc, c'est essayons plutôt de parler solution. Et donc, qu'est-ce qui peut nous permettre d'agir plus vite? Et on se retournera vers Jacques Fradin qui pourra peut-être nous expliquer comment on peut agir plus vite. Le deuxième point, effectivement, à titre personnel, c'est qu'on s'interroge assez rarement sur l'impact personnel que l'on a. Et je pense que c'est un travail qu'il faut faire. On sous-estime individuellement l'impact que l'on a dans son environnement et là où on est. Et je pense que c'est important de prendre conscience qu'on a toujours beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense. Alors ça ne veut pas dire qu'individuellement vous allez sauver tout seul la planète, je pense qu'il faut faire œuvre d'humilité, ça ne sera évidemment pas le cas, mais très souvent dans les discussions qu'on peut avoir, alors nous en direction RSE, je sais qu'il y a d'autres directeurs RSE présents aujourd'hui qui pourront en témoigner, on a beaucoup de personnes qui viennent, des cadres, des collaborateurs qui viennent nous dire mais qu'est-ce que je peux faire, moi j'ai l'impression que je ne peux rien faire. Et en fait, si vous prenez le temps, en une demi-heure, de discuter avec lui sur où est son impact, quels sont ses leviers, il va prendre conscience qu'il peut faire beaucoup plus que ce qu'il pense. Alors je vais prendre un exemple qui est un peu anecdotique. C'était il y a 3 ans, dans une discussion, un dîner, quelqu'un me dit qu'il a signé une pétition sur le climat. Et donc évidemment la conversation m'intéressait et je découvre qu'il est directeur financier dans un groupe assez important et qu'il est membre du comité de direction. Et donc je l'interroge sur, tu as signé la pétition, c'est super pour le climat, mais finalement, toi dans ton entreprise, qu'est-ce que tu fais? Et là il me dit, ah ben non, dans mon entreprise c'est compliqué. Et donc il y a une espèce de paradoxe entre le fait de signer une pétition pour le climat, mais dans ton entreprise en tant que directeur financier, de ne pas essayer d'agir. Et il me dit, ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je lui dis, mais directeur financier, tu poses la question dans ton CODIR de la trajectoire carbone de ton entreprise, mais tu vas avoir un impact 10 fois supérieur à n'importe quelle autre action que tu peux mener à titre individuel. Parce que dans le comité de direction, quand un directeur financier commence à s'intéresser au carbone, quand on est directeur RSE, on trouve ça très intéressant. Et si en plus, il met le sujet de la trajectoire sur la table et du financement de la trajectoire sur la table, il va lui-même rentrer dans la complexité et se rendre compte qu'effectivement, on a d'un côté la trajectoire carbone, c'est assez facile à écrire, même s'il faut parfois quelques experts, mais on est vite derrière sur la trajectoire financière, comment je vais la financer. Mathieu, et vous, si je peux me permettre cette question, vous êtes conscient des enjeux. Est-ce que vous devez composer avec le système ou faire comme Fabrice Bonifay qui maintenant est en train de renverser la table? Je viens de faire une conférence avec lui à la convention des entreprises pour le climat, et puis il suffit de lire sa vidéo hebdomadaire. Lui dit, on n'a plus le temps, on était dans le greenwashing, là on est en train de rentrer dans l'ère des excuses, les entreprises ne font rien. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait faire un débat avec Fabrice, parce que je ne vais pas débattre. Chacun son style. Qui est pas là. Non, si on est en entreprise, c'est d'abord parce que, enfin, voilà, chacun, évidemment, son tempérament, donc c'est que déjà ça vous convient mieux. Si on est en entreprise, c'est parce qu'on sait très bien que la transition, elle se fera qu'avec les entreprises. Donc on peut effectivement critiquer, dire que ça ne va pas assez vite, etc. Mais la réalité, c'est que les grandes entreprises, elles sont là. Moi, je suis né dans les années 70. On a hérité le monde tel qu'il est, et maintenant, effectivement, à nous d'essayer de le transformer. Ça passera par les entreprises. Deuxièmement, il se passe énormément de choses, il y a énormément d'actions qui sont mises en œuvre. Par contre, et ça c'est une de mes grandes convictions, il faut aussi encourager et montrer ce qui se passe, et montrer les réussites, et montrer que c'est possible. Parce qu'à force de dire que c'est impossible et qu'on ne va pas y arriver, bah, on reste chez soi, on profite du moment qui nous reste et on s'arrêtera là. Alors ça, moi je crois que, pas que pour les jeunes, mais aussi pour nos collaborateurs, il faut montrer qu'il y a un chemin. Et il y a un chemin et il est désirable. Après, effectivement, personne ne peut écrire, personne ne peut dire qu'on va réussir à résoudre le problème. Donc à l'intérieur des entreprises, on agit, il faut agir. Par contre, effectivement, il faut aller beaucoup plus vite. Il faut accélérer cette transition. Et ça renvoie à l'action individuelle que chacun peut faire dans son entreprise. Et on a, nous, des cadres qui travaillent sur les enjeux du plastique, direction achat, etc. Tous doivent prendre conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir pour agir. Et ensuite, effectivement, il faut réussir à travailler ensemble. Il faut réussir à coopérer. Et quand on coopère, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps que si on y va tout seul. Mathieu, qu'est-ce qu'il en est des consommateurs? Parce que vous avez des millions de clients. Comment réduire l'écart entre le déclaratif considérable sur les produits verts, durables, etc., et la réalité de l'achat qui est encore très faible? Vous les connaissez bien, ces consommateurs. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine? Jacques, il va nous le dire aussi, hein, mais de votre point de vue, qu'est-ce qui freine? Comment réduire ce décalage
entre l'intention et l'action, vu qu'on n'a pas le temps une fois de plus, parce que souvent c'est un processus normal, mais... Il n'y a pas de baguette magique pour répondre à cette question-là. Nous, une des convictions, c'est qu'effectivement, il faut aligner l'ensemble des acteurs sur le même agenda. Et c'est pour ça que c'est important, tout le travail qui est fait, y compris aux universités de la Terre, c'est que nous, en tant que distributeurs, il faut qu'on soit capable d'offrir une offre qui soit plus responsable. Donc, effectivement, ça peut être du bio, ça peut être des produits en vrac, ça peut être des produits locaux. Pour ça, il faut quand même qu'on puisse avoir des fournisseurs. Donc il faut qu'on arrive à engager nos fournisseurs dans cette transition. Notamment sur le vrac, ça paraît très simple, on pourrait en parler pendant 1 heure. C'est très compliqué de mettre en place des concepts de vrac qui vont fonctionner. Donc il faut que nos fournisseurs soient embarqués et il faut évidemment que nos clients soient embarqués. Et pour ça, il faut qu'ils aient confiance que l'offre qu'ils achètent, et éventuellement qui est un petit peu plus chère, elle est plus responsable que l'offre qu'ils avaient avant. Et donc là, on a fléché, faire un peu de pédagogie. Donc là, nous, on croit beaucoup, effectivement, par exemple, au Nutri-Score, qu'on a soutenu, que vous connaissez sans doute, et aujourd'hui au Planet Score, qui est un affichage environnemental sur les produits, qui est en train d'être testé dans un certain nombre de nos magasins. Mais juste, je rappelle, l'affichage environnemental, c'est le Grenelle de l'environnement 2007. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec des équipes qui sont ici sur un indice carbone, un affichage environnemental, et aujourd'hui on parle de Planet Score, ça fait 12 ans, et on n'arrive toujours pas à délivrer une information claire, fiable et pertinente au consommateur pour lui dire quand tu consommes tel produit, tu as moins d'impact que si tu consommes tel autre. Donc on peut effectivement dire qu'il faut que ça aille plus vite, on peut dire yaka faucon, mais la réalité, c'est nous on est confrontés à cette réalité. Je crois que c'est Lacan qui disait la réalité c'est qu'on se cogne dedans. Ben, nous au quotidien on a effectivement cette ambition, cette intention, puis après vous êtes face à la réalité que je viens de décrire, et c'est ça qu'il faut réussir à bousculer, et c'est là où il faut effectivement engager les équipes, et il faut leur donner, et je pourrais y revenir, enfin c'est peut-être conclure là-dessus, il faut leur donner évidemment envie, et le rôle après de la direction générale, c'est de donner la légitimité d'agir, et ensuite, et c'est pour moi très important les entreprises, c'est couvrir le risque de l'action. Parce que ceux qui agissent, c'est pas nous, c'est le directeur des achats, c'est le directeur marketing. Quand vous mettez un nouveau concept de vrac et que vous remplacez un linéaire avec des gâteaux, vous savez exactement le chiffre d'affaires que vous allez faire sur votre linéaire. Vous remplacez par un concept de vrac, vous savez que vous allez baisser le chiffre d'affaires du linéaire. Qui assume ce risque-là? Et bien pour ça, il faut changer les pratiques de management et il faut couvrir, enfin ce que j'appelle couvrir ce risque. Donc on va se retrouver avec un massif sur l'assurance. Il faut réussir à couvrir ce risque des collaborateurs pour que celui qui agit et qui ne réussit pas, donc qui va vers une forme d'échec, ne soit pas pénalisé, mais au contraire, il soit reconnu parce que lui, il est en train d'essayer de faire changer le modèle. Jacques, donc on a envie, on est surinformé et pourtant on n'agit pas ou peu ou pas assez. Pourquoi? Alors je vais faire un zoom arrière dans l'évolution des espèces. Oh là là, on n'a pas beaucoup le temps là. Eh non, mais très vite. Nous comprenons que dans la savane originelle ou autre, on vit un espace temporel et spatial très court. Et c'est une question de vie ou de mort. Il faut se représenter aussi que le cerveau a été sélectionné pour survivre, vivre, et qu'il faut réussir des millions d'actes instantanés pour vivre, et un seul qu'on rate peut être mortel. Donc il y a une surestimation permanente, structurelle du cerveau, à surestimer le risque court terme et le risque mortel sur le projet, si on peut dire. Donc ça, c'est déjà basique. Par défaut, on fonctionne comme ça. Alors à l'opposé, l'évolution a fait que se sont développées des structures, dont ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui sait faire exactement le contraire. C'est pour ça qu'on est là. Donc quand on dit qu'on a des biais cognitifs qui nous empêchent de voir le global, etc., oui, dans certaines postures, mais pas dans d'autres. Donc c'est curable, si on peut dire. Mais il y a une prédisposition. Il y a un certain Antonio Damasio, que peut-être certains d'entre vous connaissent ou ont lu des livres, qui parle de conscience étendue. Le préfrontal n'est pas au cœur de la conscience. On vit très bien sans lui, si je peux dire. Mais on peut s'y déplacer, mais ça s'apprend. Voilà. Et les motivations sont différentes. Je rebondis sur un élément qui a été donné tout à l'heure, photo versus film. La photo renvoie à des accumulations de connaissances, de biens, de tout ce qu'on veut, binaire, vrai, faux, oui, non, gentil, méchant, etc. Et ça, c'est facile à stocker, c'est facile à se représenter, c'est facile à apprendre. C'est très immédiat. À l'opposé, le film renvoie à la notion de logique, de cause et d'effet. Voilà. Donc on rentre dans un domaine où on comprend ce qui se passe. Donc on peut anticiper, programmer, valoriser des choses qui, dans l'immédiat, n'ont pas de valeur.
mais ça suppose un changement de mode. Donc de passer des structures qu'on va dire automatiques, plutôt postérieures, basses, vers structures antérieures. Et ça s'apprend parce que, par défaut, ce mode-là n'est là que quand le premier mode se crache, si on peut dire. Il est là pour, quand il est sollicité par le mode automatique. Pour donner un exemple, dans le domaine pédagogique, un certain Olivier Houdet, avec qui j'ai la chance de travailler un peu ces dernières années sur des recherches, lui, au départ instituteur, devenu docteur en neurosciences, pour répondre aux problèmes de l'éducation. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre des élèves à réfléchir, à avoir un esprit critique et ce genre de choses? Et en fait, la première chose qu'on connaît maintenant en imagerie, c'est que pour passer dans le mode adaptatif, il faut d'abord inhiber les automatismes et pas l'inverse. C'est pas, on ne gouverne pas d'abord au monde intelligent et puis on sous-traite les automatismes, c'est l'inverse. Or, comment un système qui est fermé dans le court terme peut-il avoir le besoin de passer la main? Il passe la main quand on est dans le mur, quoi. Donc, et c'est pas, donc il y a plein de travaux là-dessus. Un certain le directeur Cerveau et Psycho, j'oublie son nom, Sébastien Boeller. Son livre Le bug humain, par exemple. Alors, on rajoute une couche de plus dedans, c'est que en fait, notre cerveau est pris entre des stimulus, par exemple Pavlov, et je vais revenir au sujet, vous allez voir. Un chien sait reconnaître tout de suite que la viande est bonne pour lui, un jeune chien qui vient de naître, il n'a pas besoin d'un cours pour ça. Par contre, si on le colle au son de la cloche qui survient juste avant, c'est une promesse. Et le problème de la promesse, c'est que même si elle est réalisée que de temps en temps, le processus du conditionnement ne se débranche pas. On fait toujours plus de la même chose, même si ça n'est pas efficace. Là, c'est exactement le contraire de la performance immédiate, court-termiste, etc. On arrive à partir à l'aventure sur des aventures qui ne rapportent plus rien, que des ennuis, parce qu'on est pris dans cette dépendance, ça porte un nom, c'est l'addiction, sous-tendu par la dopamine, machin, etc. Donc voilà, c'est pour dire qu'on est pris entre plein de bugs. Oui. Et comment on fait? Donc vous êtes assez en phase avec Edgar Morin qui dit que l'homme n'est ni bon ni mauvais, il est juste complexe et versatile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est planté surtout. Comment est-ce qu'on le flèche? Comment est-ce qu'on l'aide? Je vais vous poser une question. Notre ami Jean Covici dit on est saturé de connaissances, il faut former les ministres et les obliger, à faire une formation collective de 20 heures, sinon on n'y arrivera pas. D'autres disent il faut former tout le monde à la fresque pour le climat. Est-ce que c'est une manière de nous faire changer que de plonger dans le sujet? Oui, à condition d'en rajouter une fresque, celle du facteur humain. En fait, si on comprend bien, il y a toujours un humain derrière toute décision, qu'il soit dirigeant, consommateur, etc. Tout le sujet, c'est que l'humain lui-même est drivé, en bon français, par toutes sortes d'incitateurs, de facteurs freins, etc. Donc, si on veut pouvoir agir sur le facteur humain, dans une société mondialisée, avec des enjeux de long terme et interconnectés, il va falloir non seulement changer la culture, il faudrait mettre des sciences du facteur humain au milieu des autres depuis le début, mais il va falloir en plus adapter l'organisation, ça a été dit. Autrement dit, il faut étudier le facteur humain individuel, collectif et organisationnel. Et là aussi, il y a plein de leviers, il y a plein d'études. Un petit exemple pour illustrer le culturel. Les cours d'empathie des écoles scandinaves. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un groupe de parole en fait, ce n'est pas un cours à la française, c'est un groupe de parole. On applique les règles du groupe de parole, on fait parler de ses faiblesses, de ses difficultés, et avec la confidence partagée, etc. En fait, avec des ados, des enfants qui n'ont pas de problème. Ça marche très bien, ça crée du lien, ça crée de la compréhension, ça crée de la coopération, ça crée l'inverse de la compétition. Ça coûte 1 heure par semaine pendant 6 mois, 1 an, ça a un impact durable sur le mode de fonctionnement des gens. Ça coûte 0 €, hein. Il faut 5 heures pour former un prof, pour faire ce genre de choses. Donc ça ne coûte rien, ça transforme les modes de fonctionnement pour passer de la compétition à l'émulation, par exemple. Mais pour ça, il faut le concevoir. Et ensuite, il faut l'intégrer dans un système qui fasse que les gens qui fonctionnent comme ça sont valorisés, qu'ils ont un travail, etc. Donc on ne peut pas couper à ça. Donc, comment on peut faire? Alors, prenons un exemple. Est-ce que Donc, on connaît les échéances, on connaît les risques, on ne connaît pas forcément les efforts difficiles
CF Pisani-Ferry qui vient de remettre le rapport qu'il faudra faire. Donc, est-ce qu'il faut dire les choses ou est-ce qu'au contraire, c'est un inhibiteur de l'action? Faut-il être dans la vérité, quitte à créer de l'éco-anxiété, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va dire que c'est ce qu'on appelle la vallée du deuil en psychologie, c'est-à-dire se confronter à la chose dérangeante, qu'on peut appeler le fait d'être confronté au réel dans un domaine dérangeant émotionnellement, donc c'est la lucidité, on va dire, et puis ensuite l'action. Oui, dans le U. Voilà, dans le U, voilà, c'est ça. Et qui se fait relativement lentement. La question, c'est le temps que ça prend. Donc j'ai envie de prendre quelques exemples pour illustrer que les mutations peuvent être puissantes et rapides. Le REX, dans le domaine de la sécurité aérienne d'abord, puis de la sécurité tout court, retour d'expérience, a transformé le plus lourd que l'air en moyen de transport le plus sûr aujourd'hui. On n'a pas changé les humains partout dans le monde. On a adapté les modes de management à l'humain. Or, l'humain se trompe. Tous les centactes ont fait une erreur, même les plus spécialisés d'entre nous, etc. L'humain se trompe, ce n'est pas un ordi. À l'inverse, l'humain s'est tiré parti de l'échec, à condition qu'on ait un mode de management qui soit associé. Le REX, c'est, au départ, on anticipe une action, une mission, on briefe tout ce qui pourrait arriver, tous les risques et les performances, ensuite on a la mission, et puis on la débriefe. Et quand on la débriefe, on interroge tout. C'est pas comme l'accident d'avion où on va faire un gros truc, c'est on débriefe tout ce qui a pu entraîner les dysfonctionnements et tout ce qui pourrait améliorer le processus. Le REX montre qu'on peut collectivement, à l'échelle planétaire, à l'échelle des organisations et autres, apprendre et transformer un système dysfonctionnel en un système fonctionnel qui gère le complexe, qui gère le global. Ça s'est fait en quelques décennies et c'est extrêmement performant. Ça peut se faire dans des tas d'autres domaines. Je prendrais volontiers, pour être un peu choquant, les GAFAM, qui ont pris le facteur humain pour passer du crash numérique de 2000 au tsunami numérique qu'on connaît en intégrant le facteur humain. Alors, on peut s'en servir pour toutes sortes de choses, mais ça fonctionne. Je pense même de Nelson Mandela, qui du fond de sa prison a transformé l'Afrique du Sud. Donc, c'est pas que ça n'est pas possible, c'est qu'il va falloir poser le problème. D'où l'idée du GIEC du comportement, c'est-à-dire d'outiller les acteurs, les décideurs, les citoyens, sur les leviers, ceux qui marchent, ceux qui ne marchent pas, pourquoi, comment on les coordonne. Si on ne met pas un peu de science là-dedans, on n'y arrivera jamais dans les délais. Si Jean-François, vous êtes au plus près de l'humain, au plus près de l'action individuelle et collective. Qu'est-ce qui nous freine? Tellement de choses. Et je vous laisse réagir aussi à ce que vous avez entendu. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on on a beaucoup parlé du monde économique et je suis assez persuadé que il faut d'autres voies aussi dans les transformations nécessaires du monde économique. Si on laisse uniquement la transformation du monde économique aux responsables du monde économique, on ne va pas y arriver. Je crois que le monde économique au sens très très large n'a pas fait sa révolution et c'est l'un des problèmes et l'un des freins. Alors oui, on va trouver de ci de là des entreprises qui font bien les choses. Je ne suis pas du tout dans un discours caricatural anti-entreprise, loin de là. Mais quand on regarde, quand on dézoome là aussi un peu et qu'on regarde à l'échelle de la planète, non, le monde économique n'a pas fait sa révolution. Et aujourd'hui, le monde économique continue de faire partie beaucoup plus du problème que des solutions. Encore une fois, on va trouver des entreprises qui contribuent à apporter des solutions, bien sûr, et je ne nie pas ça, et on a besoin de ça, on a besoin même de massifier ce mouvement-là. Mais aujourd'hui, la manière avec laquelle on pratique nos échanges économiques est l'un des facteurs principaux de la crise climatique et de l'extinction de la perte de biodiversité. Tant qu'on ne s'attaquera pas aux réels problèmes que sont comment est-ce qu'on réduit les volumes de production à l'échelle de la planète, comment est-ce qu'on réduit les volumes de consommation à l'échelle de la planète, comment est-ce qu'on met fin à des accords de libre-échange qui ne cessent d'aggraver la crise, on ne pourra pas dire que... Est-ce que vous lui parlez au monde économique? Je vous voyais bavarder avec Mathieu, vous aviez l'air de vous connaître. On se connaît et on échange et on rencontre, si je me prends ne serait-ce que les entreprises qui sont représentées ici, oui, on échange, on dialogue, on discute. Parfois on se comprend, parfois on ne se comprend pas, parfois nos attentes sont difficiles à entendre pour le monde économique aussi. Je prends deux exemples très concrets. Engie, quand on rencontre Engie il y a 2-3 ans maintenant, je ne sais que vous n'êtes plus chez Engie, Madame Cocher, mais à l'époque vous y étiez encore, Engie vient nous voir pour nous présenter sa transformation et notamment le fait qu'Engie se débarrassait d'un certain nombre d'actifs charbon dans le monde, ce qui est très bien. On pourrait dire que c'est très bien que Engie se débarrasse d'un certain nombre d'actifs charbon, mais à l'époque on leur dit mais ce qui serait encore mieux, c'est que vous les fermiez plutôt que les vendre.
parce que si Engie se débarrasse d'actifs, ça fait du bien au bilan carbone Engie, on peut considérer que c'est un signal important, parce qu'Engie, grosse entreprise, c'est un signal important qui est regardé de près par d'autres acteurs économiques, mais ces actifs charbonniers, aujourd'hui, ils se portent toujours bien, entre guillemets, et ils continuent d'émettre des millions de gaz à effet de serre. Casino, on a eu des échanges un peu compliqués sur la question des pesticides, on a mené campagne pour que la grande distribution et tous les acteurs de la grande distribution réduisent leur dépendance aux pesticides. Je sais que vous êtes encore assigné en justice par une coalition d'acteurs pour l'une de vos filiales qui se fournit en viande bovine en Amérique latine et donc avec des accusations de contribuer à la déforestation. Donc voilà, le dialogue se fait, il est parfois âpre, rude, mais le dialogue se fait. Mais où c'est compliqué, c'est que, et on ne dit pas qu'on a, nous, la solution, hein. Je sais qu'on est dans un rôle parfois plus facile que les responsables de ces entreprises, parce que ce n'est pas nous qui avons à transformer ces entreprises-là. Mais nous, notre rôle, c'est de dire que ça ne va pas assez vite et que ça ne va pas assez loin, et de dénoncer ce que vous disiez tout à l'heure comme étant du greenwashing. Alors, qu'est-ce qui marche dans l'action collective et qu'est-ce qui, finalement, ne marche pas ou ne marche plus? Ce qui marche aujourd'hui, c'est que malgré tout, il y a des avancées. C'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans que je suis à Greenpeace, et ne serait-ce qu'à l'échelle de temps de 10 ans, j'ai vu des transformations importantes en termes de prise de conscience. Et je pense que tant qu'on n'avait pas cette étape-là franchie, on pouvait dire ce qu'on voulait, on pouvait crier dans le désert, rien n'avançait. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Et elle n'est pas seulement, et c'est important aussi, réservée aux pays développés dans lesquels nous vivons. C'est une prise de conscience mondiale. Elle est encore loin d'être suffisamment importante, mais aujourd'hui, la question climatique, la question environnementale, elle s'est imposée partout, dans les débats publics, dans les débats politiques, dans les débats, dans les dîners de famille même. Et ça, c'est une vraie avancée. Et ça s'est fait parce que, pour plein de raisons, parce que beaucoup d'acteurs ont travaillé là-dessus, parce qu'il y a une jeunesse qui s'est mobilisée sur ces questions-là comme jamais elle ne l'avait fait jusque-là, et je suis certain que c'est déterminant. Je n'ai entendu je ne sais combien de fois des gens de ma génération dire « moi j'ai pris conscience de la question climatique parce que ma fille, mon fils, mon neveu, ma nièce m'a parlé de ces questions-là lors d'un dîner de famille ». Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées en termes de prise de conscience. Maintenant, ce qui manque, c'est un véritable passage à l'action qui soit, encore une fois, à la hauteur de l'urgence. Je ne dis pas que rien ne se fait, hein. Vraiment, j'essaie d'être mesuré dans mon propos, mais on est loin du compte, très très loin du compte. Alors, le passage à l'action, c'est quoi? Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent avec les entreprises pour les aider, d'autres qui disent seule la radicalité marche vu les échéances. Mais ça, c'est des modes d'action, et je dirais, peu importe les modes d'action. Bonne action, les deux? Non, je dirais, tout est nécessaire. Il y a besoin de radicalité, il y a besoin d'accompagnement des entreprises. Si un seul mode d'action suffisait, on l'aurait trouvé depuis bien longtemps, on se serait tous emparés de ce mode d'action-là et on aurait réussi. Ce qui manque encore une fois aujourd'hui, c'est de faire en sorte que on transforme le système économique pour le rendre compatible avec la réalité physique de notre temps. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'une grande entreprise puisse réussir en ayant une approche de décroissance énergétique et de décroissance de la consommation des matériaux et des ressources naturelles. Une entreprise, de manière isolée, va y parvenir, mais le système économique ne permet pas ça. Donc tant qu'on n'a pas réinventé tout ça, eh bien, les entreprises vont faire ce qu'elles peuvent de leur côté. Mais s'il faut réinventer, c'est quoi le bon discours, Jean-François? Alors, réinventer, ça veut dire convaincre, ça veut dire parfois contraindre, et moi je n'ai pas peur de ce mot-là, ça veut dire engager des ruptures, des transformations majeures. Donnez-nous un exemple de convaincre ou contraindre, plutôt. Par exemple, la contrainte, je prends un exemple très concret, sur la rénovation thermique des bâtiments. Ça fait des années, en France et ailleurs, qu'on dit qu'il faut rénover les logements qui sont notamment des passoires énergétiques. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça fait consensus. Personne n'est contre la rénovation des logements. C'est bon pour la planète, c'est bon pour réduire la facture d'électricité, même avant la crise énergétique qu'on connaît maintenant en Europe, et c'est bon pour le confort des personnes qui vivent dans ces logements-là. Sauf que ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas de contraintes suffisamment fortes, alors là pour le coup des pouvoirs publics, mais sur le secteur économique pour y parvenir. Et on commence aujourd'hui enfin à se dire que si, il faut une obligation de rénovation, qu'il faut interdire la mise en location des logements les plus insalubres, mais ça a pris des années avant qu'on se dise que finalement la contrainte, oui, ça peut servir. Mais on y va tellement lentement, tellement prudemment. J'ai eu ces discussions je ne sais combien de fois avec les ministres en charge de ces questions-là, il y a une telle peur de la contrainte qu'on n'avance pas. Et le problème, c'est que, moi je dis souvent aux responsables politiques que je rencontre, c'est la contrainte, elle peut encore être progressive aujourd'hui, mais si on attend 10 ans de plus,
comment on va faire? Parce que plus on attend, plus cette contrainte va devoir être forte pour engager des Apparemment, on a transformations de manière complètement plus raté radicale. le coche avec la diminution de la vitesse sur autoroute. 70% des Français semblaient y être favorables et pourtant, on n'a pas pris cette mesure là, lors des annonces gouvernementales de la rentrée. Mais bien sûr, mais on a raté le coche avec la Convention citoyenne pour le climat, ça c'est certain. Je dis souvent, si on était en train de mettre en œuvre les 146 ou 149 mesures qui sont sorties de la Convention citoyenne pour le climat, alors là, on pourrait commencer à parler d'une réelle transformation radicale de la société et on pourrait se dire qu'on est sur la bonne voie. On est loin de tout ça. Lisez si vous n'avez pas fait, ou relisez ces 149 propositions qui sont sorties de la Convention citoyenne. Honnêtement, tout y est pour engager une vraie transformation de la société. Et en plus, on est convaincu que la société y est prête, en tout cas une large partie de la société. Chaque fois que les Françaises et les Français sont consultés sur ces questions-là, elles sont prêtes à s'engager avec des résistances, parfois avec des réticences, avec des craintes, bien sûr, parce qu'on parle de rupture profonde, mais avec de l'accompagnement, ça se fait bien. Je prends un exemple très concret. Une mesure qui est, pour le coup, considérée par le gouvernement comme étant appliquée suite à la Convention citoyenne pour le climat, c'est l'interdiction des lignes aériennes quand il y a des alternatives en train possibles sur des trajets courts. Le gouvernement a choisi 2h30. S'il y a une alternative en train en moins de 2h30, la ligne aérienne est censée être fermée. C'est ce qui est dans la loi. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas appliqué. Alors que les Françaises et les Français, pour le coup, sont prêts tout à fait à s'engager sur des mesures-là. Et c'est une mesure qui, pour nous, ONG, est loin d'être suffisante, mais c'est déjà quelque chose d'engager ce signal-là que ce n'est plus possible de faire un Paris-Bordeaux en avion. Aujourd'hui, c'est toujours possible, et je crains que ça prenne des années encore avant que ce soit impossible, même si c'est dans la loi. Alors, comme on avance dans notre débat, je voudrais passer la parole à la salle et à notre panel d'étudiants. Mais Isabelle, vous avez été interpellée, vous vouliez réagir? Ah oui, là, je peux pas m'empêcher là. Pourtant, NJ, c'était il y a 3 ans, mais bon. Oui, alors NJ d'aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, mais NJ d'il y a 3 ans, je peux. Et vous avez évoqué un sujet qui est très important, qui sont les arbitrages, mais les arbitrages précis qu'on est tous amenés à rendre. Et alors, le charbon, pour la petite histoire, pour les énergéticiens, c'est probablement l'un des métiers les plus rentables, parce que c'est, contrairement peut-être à ce qu'on peut s'imaginer vu de loin, c'est une technologie très complexe, très sophistiquée. Et il y a très peu de gens qui la maîtrisent vraiment. Et c'est un métier, c'était un de nos premiers métiers en termes de rentabilité, le charbon. C'était un vrai sujet pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? On savait très très bien que là, dans l'équation carbone, ça pesait très très lourd aussi. Et je peux vous dire, et c'est pour ça que j'ai tout de suite touché du coude mon voisin quand vous avez dit tout à l'heure, parce qu'on y a passé des mois à bien définir ce qu'on voulait faire. Et on a, après discussion avec les ONG, merci, c'est évidemment essentiel, avec nos actionnaires aussi, autres parties prenantes, et nous, on est au milieu quelque part. Et puis surtout, on a nos convictions. Et on a pris une décision qui n'était pas facile à prendre, qui était de dire, à chaque fois, on était dans 60 pays à ce moment-là, avec donc des tas de pays, avec effectivement des centrales charbon que nous avions bâties là-bas, dans le passé. À chaque fois que les pays nous ont autorisés à fermer les centrales, on les a fermées. Et je peux vous dire que c'est une décision qu'on a prise les yeux ouverts. On a donc accepté de dégrader notre résultat immédiat. On retourne à la question de l'horizon de temps, mais c'est toujours comme ça. Et concrètement, on a expliqué à nos actionnaires qu'on allait avoir une courbe de résultats qui allait faire un U comme ça. On a parlé de U tout à l'heure, c'est une espèce de vallée. Bon. Et on leur a dit, on va commencer par baisser les résultats. Le cash flow, les résultats tels que vous allez les regarder, on assume. Et on va rediriger toutes nos ressources vers ce qui est, à notre avis, le futur. Et le futur, c'était le renouvelable et l'efficacité énergétique. Donc, vous voyez, j'introduis cette précision parce qu'on revient sur les règles du jeu. A posteriori, 4 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a observé? Et là, tout le monde, pour le coup, l'a reconnu. C'est qu'on avait effectivement, si on nous avait mesuré sur la vitesse de déplacement, on était sans aucun conteste numéro 1, puisqu'on a baissé les émissions de carbone par 2 dans le groupe en 4 ans. Mais voilà, il fallait attendre 4 ans, et c'est ce qu'on a obtenu d'ailleurs, pour juger de ça. Mais on commence forcément par dégrader les résultats. Et ce que je trouve sympathique, et c'est pour ça que j'en profite, c'est qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il ne faut pas opposer la performance économique et la performance climat. Ça, si on regarde ça sur un temps suffisamment long, les deux se rejoignent.
parce que voilà, c'est le sens de l'histoire et tout le monde le sait. Et donc en 4 ans, division par 2 des émissions de carbone et augmentation de 50% de la valeur de l'entreprise. Donc les deux sont réconciliables. Simplement, il faut regarder ça sur un horizon de temps, voilà, suffisamment long. Merci Isabelle. Merci de m'avoir laissé préciser ça. Je voudrais passer la parole à la salle et d'abord à nos 2 étudiants, Elio et Mathilde. Alors, une question chacun, peut-être, pour qu'on puisse après discuter avec la salle. Et vous nous dites aussi, vous avez le droit de nous donner un avis sur ce que vous venez d'entendre. Et vous nous dites aussi à qui vous posez votre question. Mathilde? Ouais. D'abord en disant peut-être vous étudiante en quoi? Alors bonjour, du coup je suis étudiante en école de commerce. Mettez-vous plus près. Oui, je suis étudiante en école de commerce à l'ESCP à Paris, en 2e année. Et déjà je voulais vous remercier parce que tout ce que vous avez dit c'était très très intéressant. Et en tant qu'étudiant, je trouve ça super important d'entendre ce genre de choses et de voir que derrière il y a une réflexion et que tout le monde réfléchit et essaye de faire quelque chose. Je voudrais poser ma question à Madame Isabelle Cocher. Vous avez parlé donc, du besoin d'avoir des nouveaux paramètres de performance pour mesurer l'impact des entreprises. Et en fait, je voulais savoir quel type d'indice ou comment faudrait-il mesurer l'impact des entreprises et justement leur performance. Voilà. Écoutez, merci. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet. Alors là, pour le coup, celui-là, il est systémique. Aujourd'hui, on est un peu coincé entre 2 feux. Il y a la mesure instantanée, qui est quand même ce que tout le monde regarde, donc le cash au trimestre et l'émission de carbone telle qu'elle est aujourd'hui. On commence à regarder depuis quelques années des promesses à 2050. Donc les entreprises s'engagent, et c'est une belle étape, en disant, ben voilà, 2050, on sera à tel endroit, on sera net zéro, on sera, etc. Bon, ça reste assez théorique, parce que 2050, c'est loin. Donc là, les outils qu'il faut bâtir, et Blue-Nomi, c'est vraiment le cœur de la bataille, sont des outils qui mesurent précisément la vitesse réelle de transition. Comment ça a évolué sur les 3 dernières années? Qu'est-ce que vous promettez sur les 3 prochaines années? Quels sont les moyens que vous mettez en face sur ces 3 prochaines années? La gouvernance, et voilà. Et on fait des comparaisons entre les entreprises, secteur par secteur. Vous prenez l'oil and gas, le secteur pétrolier et gazier, qui est vraiment l'un des sujets absolument clés. Quand vous commencez à regarder les choses comme ça, vous voyez de vraies différences. Donc on pourrait dire, prenons la décision aujourd'hui d'arrêter les projections à 10 ou 20 ans et de ne fonctionner que sur des plans à 1, 2 ou 3 ans qu'on peut mesurer. Voilà, et ça se mesure en fait. C'est là de nouveau, il faut arriver à faire le pont entre la finance et l'industrie. Il faut arriver à avoir une vision suffisamment nette, précise de chaque secteur industriel pour équiper les financiers avec ces outils-là. Le pont entre la finance et l'industrie. Enfin, franchement, je pense que c'est un des sujets majeurs de notre, qui nous attend. Et ce que je viens de dire sur l'oil and gas, on peut le faire sur tous les secteurs. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de provoquer? On est en train d'essayer de provoquer le fait que ceux qui placent l'argent, l'argent des retraites, l'argent des primes d'assurance, déplacent systématiquement leur argent vers ceux qui bougent le plus vite. Et le jour où on obtient ça, là pour le coup on a un levier, si vous voulez, sur le système qui vient encourager tous ceux qui essayent. Et ça, je pense que ça devient vertueux. Elio, merci. Est-ce que vous avez... Merci Mathilde. Elio, est-ce que vous avez une question, peut-être oui. un autre intervenant pour varier. Oui, donc voilà, moi je m'appelle Elio, présentez-vous, je suis également étudiant en école d'ingénieur pour ma part. Étudiant en école d'ingénieur, okay. Voilà. Et donc ma question, je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit, monsieur Jean-François Julière, à la fin, sur le fait qu'on a beaucoup de décisions et de lois qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément respectées. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que nous, en tant que citoyens, ou en tant que consommateurs, quand ça concerne des décisions d'entreprise, et donc là, je vais me tourner vers monsieur Mathieu Richer aussi. Donc comment est-ce que, pour des lois ou pour des décisions d'entreprise, nous, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que tout ça est bien respecté? Je pense notamment à l'affaire du siècle qui avait fait beaucoup parler et qui était arrivé à un résultat, mais au bout de quand même 1 an et demi, il me semble. Donc voilà. Ouais, merci. Rapidement, donc effectivement, partant de l'affaire du siècle, donc l'affaire du siècle, ce recours climat pour inaction climatique qu'on a intenté contre l'État avec
Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Notre Affaire à tous, fin 2018, et qui a entraîné 2 décisions de justice. Une première du tribunal administratif de Paris qui reconnaissait la carence fautive de l'État, donc à savoir le fait que l'État n'avait pas atteint ses propres objectifs, donc les objectifs qu'il s'était fixés en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'économie d'énergie, en termes de développement des énergies renouvelables notamment. Et la deuxième décision de justice plus récente a été de condamner l'État à réparer le préjudice écologique commis, et notamment à rattraper en gros le retard dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre que l'État n'avait pas pu engager. Et c'est toujours en cours parce que l'État a jusqu'au 31 décembre de cette année, donc bientôt, dans un peu plus d'un mois, pour prouver au tribunal administratif qu'il est capable non seulement d'atteindre cette fois ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui sont fixés dans la loi, dans la stratégie nationale bas carbone, mais qu'il est aussi capable de rattraper le retard pris de 15 millions de tonnes supplémentaires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à réduire. Donc on saura le 31 décembre 2022, enfin dans les jours ou semaines qui vont suivre, si l'État a été en mesure de prouver ça. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? S'il ne le fait pas, eh bien on poursuivra, ce recours se poursuivra, et à un moment donné, on sera en droit, les 4 organisations requérantes, de demander une astreinte financière pour tout retard pris par l'État dans le non-respect de la décision de justice du tribunal administratif. Donc ça veut dire que c'est une pression supplémentaire, en tout cas le recours est loin d'être terminé. Sur les citoyennes et citoyens, en fait c'est la pression citoyenne qui permet tout ça, c'est-à-dire que l'affaire du siècle, ça n'aurait pas eu cette force-là s'il n'y avait pas eu plus de 2 millions de personnes qui avaient signé en soutien à ce recours-là. La réponse du monde économique, du monde politique, de la société dans son ensemble, elle est aussi proportionnée à cette mobilisation-là. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui vont marcher dans la rue pour le climat, ce n'est pas simplement ces personnes-là qui sont concernées, c'est aussi toute l'attention que ça peut entraîner dans les médias, dans des réactions dans la société et tout ça. En ce moment, il y a beaucoup de questionnements sur une nouvelle forme d'activisme écologique avec beaucoup d'actions dont vous avez entendu parler dans les musées, des blocages de périphériques, des interruptions Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Compétitions sportives. Ben moi je trouve que ça provoque du débat et qu'on a besoin de débat et de réactions sur ce sujet-là. Qu'on aime ça ou pas, ça permet de discuter. Et je pense que dans la répétition de ces actions-là, on voit bien que des personnes qui étaient très opposées au début, qui avaient des réactions très épidermiques à ça, en disant c'est absolument n'importe quoi d'aller jeter de la soupe sur un tableau dans un musée, et bien finalement commencent à se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils le font ? Et dès lors que la question est posée de pourquoi est-ce qu'ils le font, eh bien on sent bien qu'il y a déjà un certain fléchissement. Donc de toute façon, on a besoin de tous ces modes d'action-là, et qui sont portés par vous, qui sont portés par des citoyennes et des citoyens, pour que la société change. S'il n'y a pas cette pression-là, on le voit bien, déjà ça ne va pas assez vite, s'il n'y a pas cette pression-là, ou si elle faiblit, on ira encore moins vite. Or, on doit accélérer au contraire. Question, je reviendrai à vous après, question dans la salle, là. Alors, je ne sais pas qui, il y a une dame qui a dit « je veux bien ». Et bien, elle a élevé un petit peu… Ah, Pierre, je te vois aussi. Madame, si vous souhaitez dire d'où vous parlez, mais vous n'êtes pas obligé de vous présenter. Si, bien sûr. Alors, je vous parle d'une Française, parisienne, d'origine africaine, parce que c'est très important. Et depuis 2016, j'ai une fabrique de gouvernance stratégique et humaine, et j'accompagne les transformations pour relier l'économie à l'humain avec le transversal de l'ESG. Et en fait, je vais m'adresser à vous tous. Déjà, ça m'intéresserait de savoir combien d'entreprises du CAC 40, combien de comités de direction du CAC 40 ont fait la fresque climat. C'est déjà pas mal comme point de départ. Ensuite, je vais m'adresser à tout le monde avec un vrai focus sur Greenpeace. Moi, j'ai envie de vous dire, au fond, la sensibilisation écologique traditionnelle a échoué. Je trouve que le monde écologique se pose quand même pas beaucoup de questions sur le mode opératoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites il faut juste qu'on soit plus radicaux. Mais moi, je ne crois pas que vous avez échoué à sensibiliser des choses qui vont nous toucher tous et peut-être même tous nous conduire vers un mur. Bon. Et moi, quand je vous écoute, je me dis, mais en fait, vous parlez beaucoup d'environnement, et c'est normal, mais vous oubliez le S et le G. Vous n'arriverez pas à mobiliser la société en oubliant les gens. Vous ne pouvez pas demander aux gens de se préoccuper d'un arbre alors que leur vie est fracassée. Ça ne marche pas. Il y a des théories psychologiques qui ont été étudiées et qui parlent de la préférence pour le présent, la préférence de l'humain pour le présent, son présent immédiat. Et vous ne pouvez pas lui dire, vous allez mourir demain,
et donner la priorité à la mer, les gens s'en foutent. Et moi, en tant que Française d'origine africaine, je voudrais que ça réussisse. Donc je voudrais que vous remettiez en cause, parce que moi, même si je ne suis pas née en Afrique, ce que je ne veux pas voir dans 10 ans, c'est la mer et les océans qui sont devenus un tombeau à ciel ouvert, parce qu'on va laisser les gens crever. Je vous remercie. Alors, il y a 2 questions. Il y en a une qui est plutôt CAC 40, si je peux me permettre. La Convention des entreprises pour le climat vient de conclure ses travaux et dire seule une transformation profonde du dirigeant peut permettre d'emmener le collectif et de changer l'entreprise. Je rebondis sur votre question. Après, je viens à vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Où en est le CAC 40 de sa transformation psychologique? Bah, écoutez, on le dit en boucle depuis tout à l'heure, hein, ça progresse, mais pas assez vite. On est d'accord. Il y a un point qui est important, c'est le génie du « et », c'est-à-dire, oui, décarboné, mais aussi abordable. Je suis complètement d'accord avec ça. Et on se le dit aussi, je pense, depuis le début de cette... Faire une fresque ou faire une formation aux dirigeants du CAC 40. Mais formation, bien sûr. C'est pas que de la connaissance aussi, c'est la désinhibition, c'est le point de tout à l'heure, je vais le dire bien moins bien, mais de tout un tas de réflexes qu'il faut qu'on désapprenne. Mais est-ce qu'ils sont prêts à ça? Oui, moi je crois vraiment que le niveau de prise de conscience est croissant à toute vitesse. Ça ne va pas assez vite. Si je pensais que ça va assez vite, je ne créerais pas la boîte que je suis en train de créer. Donc, me faites pas dire ce que je dis pas. Ça va pas assez vite. Mais moi je pense qu'on vit une époque extraordinaire. Je pense aussi que ça bouillonne comme jamais. Et je pense que le sujet qui nous réunit dans cette salle, sinon je pense qu'on ne serait pas là, c'est comment on enlève les freins. Comment on libère cette innovation qui est en train de germer tous azimuts, et comment est-ce qu'on fait converger les efforts et les intérêts pour que ça aille plus vite. Et en associant les dimensions, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que l'humain est à mettre au cœur de cette problématique. Pas seulement parce qu'à la fin, ce sont des humains qui prennent les décisions, ça oui, évidemment, mais aussi parce que c'est, je pense, l'intérêt de l'humain qui se joue dans tout ça. La planète, elle va s'en sortir, de toute façon. Comme dans les extinctions précédentes. Mais, oui, le sujet, à la fin, c'est l'humain. Ça, je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Jean-François, où sont passés le S et le G? Mais on est en plein dedans, en fait. Donc, quand vous dites on s'intéresse qu'aux arbres, c'est pas le cas du tout. Non, je vois que vous faites non de la tête, mais laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi une chance de vous expliquer avant que j'ai commencé. Je prends un exemple, vous avez parlé de l'Afrique. Je prends un exemple de ce que fait Greenpeace, par exemple, en Afrique. On s'interpose face, sur la question de la surpêche, on s'interpose face aux flottes de pêche industrielles qui viennent notamment de pays d'Asie, qui venaient un temps de pays d'Europe, mais c'est plus réglementé maintenant pour les flottes de pêche européennes. Donc aujourd'hui, c'est principalement des flottes qui viennent de Chine, de Singapour, de Taïwan, et qui viennent piller les eaux de la côte ouest africaine. Si on s'interpose face à ça, c'est certes pour protéger les océans, protéger la vie sous-marine, mais c'est aussi pour protéger la ressource pour les populations ouest-africaines, au Sénégal et en Mauritanie notamment, qui vivent du poisson. C'est pour protéger les emplois des petits pêcheurs artisans de ces pays-là qui n'ont plus la possibilité de pêcher quoi que ce soit parce que les océans sont vidés et pillés par les flottes industrielles de pêche. Donc dans notre approche, nous, on ne parle pas que d'environnement au sens de protection du vivant et de la biodiversité. On intègre bien évidemment l'humain au cœur de tout ça, dans tout ce qu'on fait. Si on tient tellement à protéger la nature et ces écosystèmes-là, c'est parce qu'ils permettent la vie sur Terre. Et on essaie d'intégrer tout ça dans une réflexion aussi du quotidien. Quand on travaille sur les menus végétariens dans les cantines scolaires en France, c'est pas simplement parce qu'avoir un régime végétarien, ça fait du bien à la planète, c'est aussi parce que ça permet une meilleure nutrition, une meilleure santé et un meilleur équilibre pour les enfants dans ces cantines-là. Et ça passe très bien. Donc c'est allier effectivement le social et l'écologique. On n'est pas du tout à distance de ces questions-là. Jacques, très rapidement, après je vais reprendre une question, mais pas à Jean-François ni à Isabelle. J'ai envie de rebondir un peu sur la question effectivement de la consommation. Je dirige un DU de psychologie et pédagogie du comportement alimentaire à Dijon, et pour l'illustrer, beaucoup de gens ont une dissonance entre le fait de vouloir équilibrer leur alimentation et le fait d'y arriver ou pas. Et ce qui nous intéresse, c'est en particulier ceux qui se heurtent à cette difficulté.
En fait, le comportement alimentaire sert à satisfaire les besoins biologiques de l'organisme et ça se trouve à travers le goût, autrement dit la gastronomie. Donc quand on est dans une recherche de perception de ces sensations immédiates, on satisfait le besoin, on arrive à la satiété et on pense à autre chose qu'à manger l'après-midi. Quand à l'inverse, on est rentré dans un processus de consommation où on fait ça pendant qu'on regarde son smartphone, qu'on discute des soucis de la journée, ce genre de choses, et qu'on se remplit avec des aliments pour lesquels on n'a pas cette préoccupation, on n'arrive pas à s'arrêter. Si on rajoute le fait qu'en plus, comme les aliments en question, souvent ne sont pas forcément des aliments gastronomiques, on a couvert ça avec des exhausteurs de goût et autres qui dérèglent le système, qui ne sont pas régulés, justement. Parce que le sucre, il est régulé quand vous en mangez, mais les édulcorants, non. Donc ça fait que vous êtes saturé et vous avez une dissonance entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous arrivez à faire. Tant qu'on n'est pas capable d'intégrer cette question de l'art de vivre, prenons un exemple et je termine. Oui. La compétition, hein, le rapport de force, qui est aujourd'hui déjà à l'école. Hein, tu es classé combien en maths, tu as eu combien sur 20, et je ne sais quoi. Ça développe des structures qui sont justement primitives, qui nous font agir dans le court terme contre les autres, indépendamment du long terme, mais on peut tout à fait faire autrement. Quand vous mettez un point d'exclamation à la fin d'une phrase ou un point d'interrogation, le cerveau ne fonctionne pas de la même façon. Et on n'est pas le même. Et on n'est donc pas ni les mêmes citoyens, ni les mêmes consommateurs. Donc, dans le système de la compétition, on est toujours frustré. La compétition, elle se prouve à travers le niveau de possession. Donc, on entre dans des systèmes qui sont psychosociaux et culturels, et pas seulement économiques. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Une question courte à un autre de mes intervenants qui demande une réponse courte. Alors, la question sera courte. Arnaud, oui. Je peux la poser? Bonjour, oui, allez-y. Jérôme Jublin, donc Humanao. En fait, ma question, c'est peut-être sur les deux intervenants, donc Jean-Philippe Dogneton et Mathieu Richer, qui n'ont pas répondu. On a vu à l'occasion du Covid qu'en fait, le cerveau savait s'adapter, puisque la contrainte était réelle et que finalement, maintenant, on porte des masques et on a une attitude qu'on n'avait pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, on voit aussi que ceux qui avancent vite, si on prend des exemples comme Trump à l'assaut du parti républicain aux États-Unis et du Capitole, ou Poutine qui envoie des bombes sur les Ukrainiens et qui les prive d'électricité, que finalement, la transition pour ceux qui s'engagent et qui vont vite, leur transition à eux, attention, ils arrivent à conditionner complètement, à bouleverser le monde. Est-ce que finalement, nous, on n'aurait pas intérêt, puisqu'on est dans le confort, qu'on a du mal à lâcher ce qui nous occupe et notre façon de vivre. Est-ce que finalement, en vous écoutant, Monsieur Fradin, au niveau comportementaliste, on n'a pas intérêt à imposer des contraintes qui fassent que le cerveau puisse prendre conscience qu'il peut perdre tout ce qu'il a aujourd'hui et finalement être plus raisonnable par rapport aux vrais enjeux, comme vous l'avez dit, donc... Très bien. Voilà. Je passe la parole au neuropsychologue qui est à ma gauche. Alors, des contraintes pour faire évoluer le cerveau. En tout cas, que les contraintes puissent à un moment se transformer en opportunités, c'est un fait. L'histoire Covid restera quand même dans les annales. C'est évidemment une situation tout à fait tragique au départ. Imaginez qu'en tant que chef d'entreprise, vous devez éteindre la lumière du jour au lendemain et renvoyer tout le monde à la maison, c'est quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. Et dans un temps très court, finalement, par un certain nombre de systèmes d'outils et de bonne volonté, parce qu'il y a aussi du système D là-dedans, on arrive à rétablir les connexions et c'est pas inefficace. Et on en tire plutôt une conclusion, notamment sur la question du télétravail qui vient bouleverser la dimension RH et l'organisation du travail. En revanche, on n'en tire pas toutes les conclusions, puisque à l'évidence, quand on a fait le grand débat du monde d'avant et monde d'après, la balance s'est remise un peu à l'endroit où elle était. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une possibilité de transformer les choses. Et je voudrais prendre un autre rebond pour vous illustrer la difficulté des sujets. Mais il y a des réponses, mais il y a quand même difficulté du sujet. Il y a très récemment eu, pour des raisons que vous connaissez, une pénurie de carburant et la France s'est juste arrêtée. Donc moi je ne doute pas de la pleine et bonne volonté de tout le monde, que tout le monde ait envie de renverser le système, très bien, mais le jour où il n'y a pas de carburant aux pompes, le monde s'arrête. Et quand je regarde le monde s'arrête, ça veut dire quoi la mobilité qui s'arrête pour un jeune? C'est quoi la mobilité qui s'arrête pour un jeune?
c'est l'accès à l'emploi qui est plombé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des plus précaires aujourd'hui. Oui. C'est quoi la mobilité qui s'arrête pour un senior, hein? C'est la perte d'autonomie complète, etc. Donc vous voyez que le sujet, il est quand même un sujet de transition. Moi, je vous rejoins, Isabelle, il y a un rythme à donner à cette transition. Mais cet événement que je cite montre que la situation devient mécaniquement ingérable et que c'est systémique dans la mesure où il faut organiser des transports collectifs, qu'on ne peut pas renoncer à la mobilité totale, que c'est l'urbain qui est interrogé, que c'est l'aménagement du territoire, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on est inactif, ça veut dire que la question elle est globale, elle est systémique et qu'elle suppose un rythme et une modalité de transition. C'est quoi les modalités de transition? C'est effectivement le financement des énergies nouvelles. Ça supposerait quand même que les constructeurs nous rendent une réponse un peu accessible, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, je suis désolé de le dire, dans sa structuration. Je pense que vous auriez beaucoup à dire sur le véhicule électrique, le lithium, etc. Oui, accessible et crédible, finalement, donc, oui. Ouais. Donc je voulais illustrer par ce propos les distorsions que ça crée sur le monde social, et les publics fragiles sont les premiers impactés. Et transition, je prends souvent cette formule, mais transition n'est pas égale à exclusion. Attention. Mathieu, vous étiez interpellé. Oui, alors moi je peux témoigner de là où je suis. Dans toutes les études qu'on fait auprès des consommateurs et des citoyens, et dans toutes les consultations qu'on a fait, notamment avec par exemple make.org, le mot qui est banni, c'est le mot interdire. Dès que vous demandez aux Français est-ce que vous êtes pour l'interdiction de ci, de ça, etc., il y a un rejet total de ces solutions-là. Donc ça, c'est un constat avec lequel nous, on doit arbitrer. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de réguler. Et y compris d'ailleurs demain, dès aujourd'hui, dans les comportements de consommation. C'est d'ailleurs ce qui se passe en partie avec les lois sur le plastique ou le vrac, c'est de la régulation. Et la régulation, elle est indispensable. Moi, je suis né dans un siècle où on pouvait rouler très vite sur les autoroutes sans ceinture de sécurité à l'arrière et fumer dans la voiture. On a bien vu les excès de ce type de comportement et on a fini par réguler. Par contre, il faut s'interroger sur le processus de régulation. Et en fait, le processus de fabrication de la loi, elle n'anticipe jamais la société. Très rarement. La loi, elle vient confirmer des évolutions de société à un moment où la société est plus ou moins prête ou assez prête de pouvoir accepter cette loi. Et donc, nous, le rôle qu'on a en tant qu'entreprise, par exemple, c'est effectivement, on va mettre en place des engagements volontaires. Par exemple, on a mis en place le pacte national sur les emballages plastiques avec tous nos concurrents, à un moment où effectivement, on sent bien qu'il se passe quelque chose dans la société. Et il se passe quelque chose dans la société aussi parce qu'on a des ONG, parce qu'il y a des médias, parce qu'il y a tout un travail de l'opinion publique qui évolue. On crée des engagements volontaires, et ces engagements volontaires, ils ont en fait permis de nourrir aussi le législateur qui a repris quasiment intégralement les engagements volontaires qu'on a pu prendre parce qu'on a aussi pu montrer que c'était possible. Et donc, il y a un processus aujourd'hui qui existe pour réguler, et tout l'enjeu, c'est de raccourcir ce processus. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que la société, elle évolue aujourd'hui très très vite. Il y a 10 ans, quand on travaillait sur les enjeux RSE, par exemple, le bien-être animal n'était pas un sujet. En 2010, vous interrogiez les consommateurs, les clients, les citoyens sur le bien-être animal, ce n'est pas un sujet. Aujourd'hui, c'est au cœur des débats de société. Alors peut-être, évidemment, 10 ans, c'est très long, et quand on sait les enjeux climatiques qu'on a devant nous, c'est sans doute trop long de se dire il faut encore attendre 10 ans. Mais ça évolue très vite, et il faut effectivement qu'il y ait cette coopération. Enfin, moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un moment, il y ait cette coopération des acteurs pour qu'on parle des solutions. Les constats, on les connaît. Comment on fait, comment on se met d'accord pour mettre en œuvre la solution et l'accélérer, ça reste un défi quotidien. Et encore une fois, c'est ce qui fait l'intérêt de travailler dans les entreprises pour les jeunes qui sont là et effectivement qui se posent des questions, c'est que nous, on est confrontés à ce réel-là. Et il faut qu'on arrive à accélérer par rapport à ce réel. Et il faut qu'on accepte l'autre point, c'est qu'on accepte aussi d'avoir des échecs. Et tout le système français est construit sur la réussite et uniquement sur la réussite. Ok, on doit en principe, donc c'est même pas un principe, sinon je vais me faire engueuler, terminer à 11h. Je n'ai pas le temps de conclure. Comme on est 5 hommes pour une femme, je vais juste laisser une phrase à Isabelle, qui en voulait 3, mais elle n'aura qu'une phrase de conclusion. Merci. J'espère que du coup je traduis la pensée collective. En fait, on est en train de dire qu'il faut aller vers une culture du faire. Et plus seulement et de l'action et du faire, et dans un contexte où et le paradoxe, c'est qu'il faut y aller alors que tout n'est pas encore clair. Je pense que c'est ça aussi qui se joue, et donc il y a une dimension de courage. Voilà, ce mot n'a pas été prononcé, mais je pense qu'il fait absolument partie
du cœur non seulement du problème, mais de la solution. Voilà, merci à tous. Bon, les problèmes sont nombreux, mais l'énergie est là. Merci.